I want to ask you about Justice Roberts' comments today. It's unusual for Justice Roberts to get involved in political discussions, but this talk about impeachment caused him to feel that he had to say something. Tell me a little bit more about this. Le désalignement entre financement privé et stabilité institutionnelle n'est pas toujours visible, mais lorsqu'il se produit, il met en évidence des tensions structurelles qui restent généralement latentes. Le matin du 14 décembre 2025, en pleine session ordinaire de la Chambre des représentants, le député Al Green de l'État du Texas a changé le cours de ce qui devait être une simple procédure législative de routine. Au lieu de suivre le déroulement prévu des votes techniques et des discours protocolaires, Green a pris la parole pour présenter une nouvelle résolution de destitution contre le président en exercice, Donald Trump. Il ne s'agissait pas d'une action isolée ni d'un simple geste. Au contraire, la proposition a déclenché une série de réactions institutionnelles immédiates qui ont rapidement dépassé les limites de l'Assemblée plénière. Avant même la clôture de la session, 140 parlementaires s'étaient déjà prononcés publiquement en faveur de l'admissibilité du texte, tandis que les dirigeants républicains se mobilisaient pour le rendre caduc par une manœuvre de tabulation. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La résolution présentée par Green, techniquement une nouvelle version des tentatives précédentes qu'il avait lui-même menées lors des législatures précédentes, comportait désormais une série de mises à jour liées à des événements récents. Parmi ceux-ci, on peut citer la conduite d'attaques militaires contre des cibles iraniennes sans l'autorisation expresse du Congrès, le non-respect d'ordonnances judiciaires dans des procédures civiles impliquant des conseillers directs de la Maison-Blanche, l'utilisation répétée des réseaux sociaux pour attaquer des membres du pouvoir législatif, et le retard délibéré dans la divulgation de documents classifiés liés à l'affaire Epstein, dont le délai légal de divulgation publique avait été fixé par une loi promulguée dès le premier mandat de Trump. Green n'a pas traité ces actions comme des événements isolés, mais comme les preuves d'un comportement systématique. La proposition indiquait expressément que les faits relatés constitueraient, s'ils étaient prouvés, des violations graves du principe de séparation des pouvoirs. Le même jour, quelques heures après la déclaration de Green, des journalistes couvrant les coulisses de la Chambre ont rapporté des mouvements inhabituels parmi les dirigeants des partis. Des conseillers des deux côtés ont confirmé que le sujet avait été discuté lors de réunions d'urgence, même sans espoir d'avancée immédiate. Le député Hakeem Jeffries, chef de la minorité démocrate, a évité les déclarations fracassantes, mais n'a pas désavoué l'initiative de Green, comme il l'avait fait à plusieurs reprises auparavant. Du côté des républicains, la réaction officielle a été le silence, tandis que dans les coulisses, l'inquiétude grandissait face à la situation politique. Le président de la Chambre, Mike Johnson, s'est contenté d'affirmer que la résolution serait soumise à la procédure réglementaire, mais a autorisé son inscription à l'ordre du jour, un geste interprété par les analystes comme un signe que la question dépassait le cadre politique et entrait dans le domaine des décisions stratégiques. Dans son discours à la tribune, Green a évité tout langage incendiaire. Il a cité directement des passages de la Constitution, des décisions antérieures de la Cour suprême et des extraits d'avis émis par le Congressional Research Service, en liant chaque accusation à des fondements juridiques spécifiques. Au lieu de faire appel à You don't hand matches to an arsonist and you don't give power. En traitant de la violation présumée du War Powers Act, par exemple, il a souligné que la législation exige une autorisation législative pour toute action militaire prolongée en dehors du territoire national, sauf dans des cas de légitime défense clairement justifiés. Il a fait valoir que la récente attaque ne relevait pas de ces exceptions, et qu'elle devait donc faire l'objet d'une responsabilité formelle. Il a ensuite lié ce comportement au refus répété du président de répondre aux demandes du Congrès concernant des documents sensibles, ce qui, selon lui, constituait un cas d'obstruction délibérée des fonctions de contrôle du pouvoir législatif. La réponse immédiate du président est venue par le biais de son réseau social préféré. Dans une série de messages, Trump a qualifié la proposition de désespoir législatif et a accusé ses opposants de tenter de saper l'autorité présidentielle en n'acceptant pas les résultats électoraux. Il a affirmé que les actions militaires avaient été nécessaires pour préserver la sécurité nationale et que toute tentative de les limiter serait, selon ses propres termes, une concession dangereuse à l'ennemi. En ce qui concerne les archives non encore divulguées, il a déclaré que le processus de déclassification était en cours, mais que les retards éventuels étaient dus à des vérifications de sécurité. Aucune de ces explications n'a toutefois été accompagnée de documents officiels.
La couverture médiatique a reflété ce changement de perception. Les éditoriaux des principaux journaux ont évité de soutenir ou de rejeter la proposition, mais ont souligné sa solidité technique et le caractère inédit du contexte. Le fait qu'un groupe important de parlementaires ait voté en faveur de l'admissibilité de la résolution, même en sachant qu'elle serait rejetée sur le fond, a été interprété comme un signe qu'une partie significative de l'opposition était disposée à documenter sa position au-delà des limites immédiates du jeu législatif. L'idée qu'il s'agissait d'une construction de registre plutôt que d'une tentative de suppression a commencé à circuler dans les commentaires spécialisés, ajoutant une autre couche à l'analyse institutionnelle. Ce type de mouvement produit rarement des effets immédiats, mais peut influencer les cadres interprétatifs adoptés dans les litiges futurs. Dans des contextes de tensions interinstitutionnelles, l'enregistrement formel des positions peut servir de base à des décisions judiciaires ou à des réorientations de la politique législative lors de cycles ultérieurs. C'est pourquoi des épisodes, tels que celui du 14 décembre, méritent une attention particulière, non pas pour leurs conséquences directes et immédiates, mais pour ce qu'ils révèlent sur les remaniements qui se produisent dans les coulisses du système. L'articulation entre le discours parlementaire, le fondement juridique et la position politique met en évidence une tension structurelle qui, à d'autres moments, pourrait passer inaperçue. En observant ce scénario, on comprend pourquoi des analyses continues et contextualisées aident à comprendre la logique de fonctionnement des institutions. Suivre ces mouvements permet de voir au-delà des gros titres et de reconnaître des schémas qui ne se révèlent qu'au fil du temps. À partir de là, cet épisode cesse d'être un simple geste isolé en séance plénière et s'inscrit dans un contexte plus large de convergence institutionnelle. Ce qui donne toute sa force au geste d'Al Green, ce n'est pas seulement la virulence de son discours, mais la façon dont il résonne dans un environnement politique et juridique déjà tendu par une série d'événements antérieurs. Au cours des mois qui ont précédé la présentation de la nouvelle résolution, le ministère de la Justice a été soumis à des pressions croissantes pour respecter le délai de divulgation des dossiers liés à l'affaire Epstein. Ce délai, fixé par une loi promulguée pendant le premier mandat de Trump, est devenu un point de friction entre l'exécutif et certains secteurs du législatif, qui exigeaient une transparence totale dans le respect de la norme. L'imminence de la date butoir, ajoutée à l'absence de communication claire sur l'avancement du processus, a accentué le sentiment d'opacité et alimenté les interrogations sur d'éventuelles tentatives d'obstruction. C'est dans ce contexte que la mention explicite par Green du retard dans la divulgation des dossiers prend tout son sens. L'inclusion de cet élément dans la structure de la nouvelle proposition de destitution élargit non seulement la portée de l'accusation, mais articule également l'argument juridique avec un thème ayant un fort retentissement public. La critique de l'inaction de l'exécutif, dans ce cas précis, n'est pas présentée comme un problème technique de gestion documentaire, mais comme la preuve d'un schéma institutionnel plus large, le refus répété du président de se soumettre au mécanisme formel de contrôle. Selon Green, ce modèle serait présent tant dans les décisions unilatérales de recours à la force que dans l'utilisation de la structure de l'exécutif pour saper la crédibilité des adversaires politiques. La convergence entre ces éléments renforce la thèse selon laquelle le comportement du président ne doit pas être évalué par parti, mais comme un tout cohérent. Cette interprétation est corroborée lorsque l'on observe d'autres cas de friction institutionnelle qui se sont accumulés tout au long de l'année 2025. Parmi ceux-ci, on peut citer l'épisode impliquant le refus du ministère de la Défense de partager intégralement les mémorandums qui ont motivé la décision d'effectuer des frappes aériennes au Moyen-Orient. Le Congrès avait demandé l'accès à ces documents dans le cadre de son pouvoir constitutionnel de contrôle. Mais les demandes ont reçu pour réponse des versions expurgées ou des allégations génériques de confidentialité pour des raisons de sécurité nationale. Des juristes liés au Congressional Research Service ont averti que, bien que l'exécutif ait droit à un certain degré de confidentialité sur les questions stratégiques, le refus absolu de partager compromet l'intégrité du système de frein et contrepoids. Le refus persistant, en particulier lorsqu'il s'accompagne d'opérations militaires lancées sans autorisation formelle, non seulement affaiblit le rôle du législatif, mais met également à rude épreuve les limites de l'autorité présidentielle. Parallèlement à ces affrontements formels, le malaise grandissait parmi les membres de la base gouvernementale eux-mêmes face au degré de personnalisation des décisions exécutives. Le cas le plus visible a été l'éloignement progressif de personnalités historiquement proches du président, comme Elon Musk, qui a même critiqué publiquement le retrait du mandat fédéral d'incitation à l'achat de véhicules électriques,
une mesure ayant un fort impact sur ses intérêts commerciaux. Bien que cet épisode ait été initialement traité comme une divergence de politique économique, la manière dont Trump a réagi, par des déclarations publiques de disqualification personnelle et des allusions indirectes à des privilèges prétendument accordés auparavant, a été interprétée par les observateurs comme un exemple supplémentaire de la difficulté du président à faire la distinction entre les questions d'État et les différends privés. L'érosion de cette ligne de démarcation est un thème récurrent dans les analyses juridiques sur l'abus de pouvoir, en particulier lorsque les décisions gouvernementales sont prises ou annulées en fonction de conflits interpersonnels. Un autre vecteur important dans cette convergence est le rôle joué par le pouvoir judiciaire, qui accumule les décisions défavorables à l'exécutif sur plusieurs fronts. Depuis septembre, les tribunaux fédéraux ont rendu des jugements exigeant la remise des registres financiers liés aux entreprises de la famille Trump, ainsi que des documents relatifs au mouvement de personnel à la Maison-Blanche. Dans au moins 2 de ces affaires, les juges fédéraux ont inclus des observations explicites sur la résistance de l'exécutif à se conformer aux décisions judiciaires dans les délais impartis. Bien qu'elles n'aient pas imposé de sanctions immédiates, ces décisions ont été considérées comme un signe de perte de marge institutionnelle pour reporter indéfiniment la remise d'informations. La persistance de cette attitude a conduit certains spécialistes du droit constitutionnel à affirmer que le président testait les limites opérationnelles de l'autorité judiciaire. Exploiter les lacunes en matière de délai et de compétences pour éviter les conséquences pratiques, même face à des ordonnances formellement valides. Dans le même temps, l'environnement extérieur au Congrès a également changé. La reprise des manifestations organisées par des groupes civils axés sur l'intégrité institutionnelle et la transparence dans la gouvernance a de nouveau occupé l'espace public dans des villes clés telles que Atlanta, Phoenix et Minneapolis. Ces manifestations n'ont pas la même ampleur que lors des cycles précédents, mais elles témoignent d'un degré de mobilisation sociale qui, combiné au repositionnement parlementaire, renforce l'idée qu'un processus de réorganisation est en cours. L'opinion publique, telle que mesurée par des instituts indépendants, présente également des variations subtiles mais constantes dans la perception de l'équilibre entre les pouvoirs. Dans des enquêtes récentes, le pourcentage de personnes interrogées estimant que le pouvoir législatif devrait jouer un rôle plus actif dans la limitation des actions unilatérales du pouvoir exécutif a augmenté. Bien que ces données ne constituent pas un mandat clair pour l'approbation d'une nouvelle procédure de destitution, elles suggèrent qu'il y a place pour un débat plus approfondi sur le fonctionnement institutionnel. C'est dans ce contexte de chevauchement entre les demandes publiques, les initiatives législatives et les réactions judiciaires que s'inscrit le discours d'Al Green. Son effet ne se limite pas au contenu exprimé, mais s'étend à la manière dont il réorganise les éléments en litige, en présentant une structure de 7 articles fondés sur des principes constitutionnels, reliant des événements récents à des dispositions légales spécifiques. Green établit un cadre qui oblige les autres acteurs politiques à se positionner de manière plus explicite. Même si la résolution n'aboutit pas sur le fond, le simple fait de provoquer ce repositionnement modifie déjà la dynamique institutionnelle. Dans les conflits de cette nature, la clarté dans l'enregistrement des positions tend à produire des effets cumulatifs, non seulement pour le présent, mais aussi comme base pour les interprétations futures. En suivant le déroulement de ces événements avec une attention particulière aux détails, il devient possible de comprendre comment des décisions apparemment techniques ou épisodiques s'articulent avec des mouvements de fond qui façonnent le système politique. C'est ce type d'observation qui sous-tend la proposition de cette chaîne, offrir des analyses continues fondées sur des faits vérifiables, capables de mettre en lumière des liens qui n'apparaissent pas toujours dans les couvertures médiatiques immédiates. La lecture du présent est renforcée lorsqu'elle s'appuie sur la mémoire institutionnelle et la sensibilité aux signes de ce qui est à venir. Alors que l'initiative récemment présentée par Al Green commence à circuler plus intensément au Congrès, des interprétations contrastées apparaissent sur ce qui est réellement en jeu et sur la manière dont cet épisode s'inscrit dans le contexte plus large des tensions institutionnelles actuelles. Pour certains analystes, ce mouvement représente la reprise d'un débat qui aurait déjà été clos sur le plan politique, étant donné que des propositions similaires ont été rejetées par le passé. D'autres, cependant, soutiennent que le contexte actuel présente des caractéristiques distinctes, révélant un comportement présidentiel qui n'a pas encore été pleinement encadré par les mécanismes traditionnels de contrôle. C'est dans cette zone d'intersection entre continuité et changement que se situe le cœur de la controverse.
L'utilisation de motifs déjà invoqués dans le passé n'empêche pas que, face à de nouveaux faits et à de nouveaux remaniements institutionnels, ces mêmes motifs acquièrent une nouvelle signification. D'un point de vue juridique, rien n'empêche le Congrès de présenter plus d'une résolution de destitution contre un même président au cours d'un même mandat, à condition que les motifs soient substantiellement actualisés ou distincts des précédents. C'est sur la base de cette interprétation que Green soutient la légitimité de sa proposition. Selon lui, la répétition de comportements qui mettent à mal les normes élémentaires de gouvernance ne peut être considérée comme une simple caractéristique du style présidentiel, mais doit être analysée à la lumière des principes constitutionnels qui régissent la séparation des pouvoirs. Cette interprétation est soutenue par des juristes qui alertent sur un affaiblissement progressif de l'autorité législative. En particulier, lorsque des décisions ayant un impact important sont adoptées par le biais de décrets exécutifs ou d'actions militaires sans autorisation préalable du Congrès. Il subsiste toutefois un désaccord quant à la suffisance de l'ensemble des éléments présentés pour établir de manière incontestable le seuil légal requis pour l'ouverture d'une nouvelle procédure de destitution. Dans le domaine de l'analyse législative, le débat se déplace vers la stratégie qui sous-tend l'action de Green. Certains observateurs estiment que le député serait moins intéressé par l'adoption immédiate de la résolution que par la consolidation d'un registre institutionnel pouvant être utilisé à l'avenir, que ce soit dans des litiges juridiques ou des affrontements politiques. D'autres interprètent donc son initiative comme une tentative de faire pression sur le Parti démocrate pour qu'il adopte une position plus claire vis-à-vis de son électorat, à un moment marqué par l'instabilité et la méfiance généralisée envers les institutions. Quelle que soit l'interprétation retenue, la proposition oblige les dirigeants des partis à traiter un sujet qui reste sensible. Même les parlementaires enclins à éviter une confrontation directe avec le président finissent par être amenés à justifier publiquement leur position, tout en reconnaissant les faibles chances de progrès de la mesure à court terme. Un autre axe important de la discussion concerne la position du pouvoir judiciaire face aux omissions répétées de l'exécutif dans l'exécution des décisions judiciaires. Jusqu'à présent, les réponses institutionnelles se sont largement limitées à des avertissements formels et à l'octroi de délais supplémentaires pour la remise de documents. Cependant, la pression exercée par les organisations juridiques et certains secteurs de la société civile en faveur de mesures plus strictes s'intensifie. L'argument central est que la tolérance prolongée contribue à l'érosion de l'autorité normative du pouvoir judiciaire, créant ainsi des précédents qui incitent d'autres agents publics à ne pas respecter les décisions de manière sélective. La situation devient encore plus sensible lorsque l'on constate que certaines des ordonnances non exécutées concernent la divulgation d'informations relatives à l'intégrité électorale et aux mouvements financiers d'entités proches du président. Considérés dans leur ensemble, ces facteurs dessinent un scénario de résistance institutionnelle diffuse, bien que non formellement articulé, qui remet en cause les mécanismes traditionnels de responsabilisation. Tout porte à croire que Green mise sur une stratégie à long terme. En réunissant plusieurs fondements dans une seule résolution, il cherche à englober différentes dimensions d'un phénomène qu'il interprète comme unitaire. La corrosion progressive des limites institutionnelles par la répétition de pratiques incompatibles avec les attributions présidentielles. Même si la proposition n'obtient pas les votes nécessaires à son adoption, le député conçoit son action comme un effort de construction de la mémoire institutionnelle, produisant des registres formels qui pourront être mobilisés ultérieurement par les instances judiciaires, législatives ou universitaires. Cette conception de l'action politique ne repose pas sur des résultats immédiats, mais sur une vision cumulative de la démocratie, dans laquelle les registres et les précédents accumulés ont un poids similaire à celui des décisions pratiques. Dans l'immédiat, le scénario reste indéfini. Le ministère de la Justice n'a pas encore indiqué s'il respectera intégralement le délai légal pour la divulgation des archives Epstein. Et l'absence de déclaration officielle renforce l'impression que le processus pourrait être à nouveau reporté. Parallèlement, le Congrès n'a pas encore décidé si la nouvelle résolution sera examinée en commission ou si elle sera classée sans délibération. Pendant ce temps, certains secteurs de l'exécutif recourent à des stratégies discursives visant à délégitimer l'initiative avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Le discours selon lequel il s'agit d'une nouvelle tentative de déstabilisation politique a été repris par les porte-paroles officiels en accord avec la rhétorique déjà connue du président. Néanmoins, le sujet reste d'actualité et de nouveaux développements ne peuvent être exclus, en particulier
à l'approche de la pause législative et des dates limites fixées par des décisions judiciaires antérieures. En analysant cet ensemble d'événements, il apparaît clairement que les impasses actuelles ne se limitent pas à une personnalité spécifique ou à des décisions isolées. Elles révèlent un défi structurel plus large. La difficulté des institutions à répondre de manière efficace et légitime à des exercices de pouvoir qui opèrent dans le cadre de la légalité formelle, mais qui mettent à mal les engagements fondateurs de l'ordre démocratique. La tension entre la norme et la pratique, entre la légalité et la légitimité, entre la procédure et le fond, traverse chaque épisode de cette conjoncture. C'est dans cet espace de controverse, plus que dans les votes formels ou les discours publics, que se dessinent les contours de l'avenir proche du système politique américain. En suivant attentivement ce processus, la chaîne réaffirme son engagement en faveur d'une couverture analytique fondée sur des faits vérifiables et une sensibilité institutionnelle. Ce suivi continu est essentiel pour comprendre les développements encore en suspens et les possibilités qui pourraient émerger au cours des prochains cycles législatifs et judiciaires.